Les enjeux macro du moment et de la semaine qui débute, on en parle avec Nadia Garbi avec nous à distance depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Il faut sans doute ramener l'aspect sanitaire dans l'équation macroéconomique et l'équation des marchés avec des restrictions sanitaires relativement fortes, puisqu'un pays comme l'Autriche, alors c'est moins de 10 millions d'habitants, mais est reconfiné strictement à partir d'aujourd'hui pour une vingtaine de jours. Est-ce que ça, est-ce que ça entaille un petit peu quand même l'idée que le marché s'était faite depuis les vaccins notamment, que avec l'arsenal vaccinal, revenir à ce genre de dispositif sanitaire était peut-être à exclure. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis l'autre idée que de toute façon, les politiques sanitaires restrictives avaient de moins en moins d'impact macroéconomique pour différentes raisons, ne serait-ce que parce que la peur du virus est peut-être un peu moins importante et que les organisations se sont adaptées. Néanmoins, est-ce qu'il faut réévaluer quand même un peu la conjoncture de fin d'année pour alors une partie de l'Europe aujourd'hui, Nadia? Alors c'est vrai que c'est un risque baissier qui s'ajoute déjà aux nombreux risques baissiers actuels. Vous le citiez, le ralentissement chinois reste en toile de fond. On a aussi des prix relativement élevés de l'énergie en zone euro. Maintenant, je dirais que l'impact à ce stade devrait rester marginal sur la croissance. Pour l'instant, ça touche essentiellement l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas, avec un confinement dur en Autriche. C'est un facteur à surveiller. Pour le moment, en Italie et en France, cela résiste bien, mais on doit rester prudent et ça reste un risque baissier supplémentaire pour la croissance de la zone euro. Et un risque baissier qui s'ajoute évidemment à l'équation de la Banque Centrale Européenne, puisque si on prolonge le calendrier jusqu'à la prochaine réunion de la BCE, le 16 décembre prochain, on sera, alors on l'espère, dans le meilleur des cas, sorti à peine du confinement autrichien. Je mets de côté l'idée que d'autres pays pourraient suivre. L'Allemagne, pour l'instant, souffle un peu le chaud et le froid, mais ne semble pas prête, dans l'immédiat en tout cas, à aller jusqu'au confinement strict de sa population. Néanmoins, dans quelle mesure est-ce que cette évolution sanitaire des prochaines semaines va avoir un impact sur les décisions très attendues de la Banque Centrale Européenne le 16 décembre prochain, Nadia? Alors je dirais que ça devrait calmer un peu les faucons de la BCE. Cette nouvelle vague de Covid renforce tout de même le besoin d'une politique monétaire qui reste flexible, accommodante et un resserrement très très graduel. La bonne nouvelle, c'est que les anticipations de hausse de taux se sont apaisées et vraiment le focus est sur le programme d'achat d'actifs de la BCE avec une décision attendue en décembre. Est-ce que l'idée de stopper le programme d'urgence pandémique, le PEP, qui a été designé, mis en place pour traiter justement les conséquences de la crise pandémique, de la catastrophe pandémique, Nadia, est-ce que l'idée d'arrêter ce programme en mars 2022 est toujours une idée centrale ? Alors c'est une bonne question et c'est vrai que Christine Lagarde, dans le meeting précédent, nous a dit le PEP va s'achever en mars, une annonce devrait être probable en décembre. Maintenant, même si le PEP s'arrête effectivement en mars, nous en tout cas on s'attend tout de même à une annonce plutôt sur le côté APP avec une hausse des achats qui passerait de 20 à 40 milliards par mois. Donc tout de même une politique monétaire qui reste accommodante, mais c'est vrai que la question se pose sur le PEP maintenant qu'on fait face à une nouvelle vague de Covid en zone euro. Bon, l'évolution sanitaire des prochains jours, des prochaines semaines sera donc quelque chose d'important pour la réunion de la BCE le 16 décembre. Je le disais, en termes d'activité économique, on verra ce que donnent les PMI qui seront publiés demain, les premiers indicateurs de conjoncture auprès des directeurs d'achat pour le mois de novembre, notamment en zone euro. Si on regarde du côté américain, Nadia, alors on présente cette semaine comme une semaine test pour la consommation américaine. Est-ce que l'hédonisme du consommateur américain sera plus fort que les hausses de prix qui deviennent visible, très visible sur un grand nombre de produits aujourd'hui, Nadia? Alors, selon nous, le consommateur américain reste solide. On l'a vu avec les ventes au détail qui restent très fortes malgré une inflation soutenue. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans un régime de consommation très très fort, avec par exemple des ventes au détail qui sont au-dessus de leur tendance de long terme. Donc on va avoir un retour à la moyenne, un rééquilibrage, donc une consommation américaine qui devrait tout de même décélérer de manière très graduelle dans ces prochains mois.
Bon, on suivra effectivement, on aura des indicateurs en temps réel quasiment, vous le savez, à l'occasion de Black Friday ce vendredi, le Cyber Monday qui suivra également lundi. On pourra suivre les chiffres de Visa, Mastercard ou autres géants de la consommation aux États-Unis pour prendre un peu le pouls en temps réel justement de ces ventes de fin d'année. Côté politique monétaire aux États-Unis, Nadia, alors c'est intéressant, alors que la BCE se retrouve à nouveau avec un facteur sanitaire à gérer aux États-Unis, la question est plutôt de savoir s'il faut accélérer le rythme du tapering, de la réduction progressive des achats nets d'actifs. Et la question est même ouverte désormais au point que le vice-président Richard Clarida estime que cette discussion pourrait avoir lieu en décembre. Est-ce que c'est approprié à ce stade, en matière de politique monétaire aux États-Unis, de réfléchir à une accélération du tapering ? Tout à fait, c'est un risque. Alors ça reste tout de même un peu tôt. Décembre, mais je dirais que c'est un risque. L'inflation est soutenue, c'est devenu un thème politique et on voit vraiment la Réserve fédérale plutôt nerveuse sur le sujet, donc c'est un risque. Il ne faut pas oublier que le QE a la meilleure forward guidance, donc si le tapering s'accélère, cela veut aussi dire que le calendrier de hausse de taux en 2022 va lui aussi s'accélérer. Donc c'est vraiment un élément à suivre pour la Réserve fédérale. Et c'est vrai que la dichotomie entre la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale s'accentue. Bon, et le marché est préparé à cette idée parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup que les banques centrales sont en retard, la Fed est toujours en retard. Une accélération de la normalisation de la politique monétaire de la Fed, c'est déjà quelque chose d'intégré d'une certaine manière par le marché ou ça pourrait provoquer une surprise de ce point de vue-là ? C'est intégré en partie, je dirais. C'est vrai que si le tapering s'accélère et on arrive à une fin plutôt autour de mars-avril, par exemple, c'est vrai que de ce côté-là, le marché ne l'a pas tout à fait anticipé. Pour l'instant, les hausses de taux s'attendent plutôt début de l'été, voire septembre. Donc effectivement, ça pourrait créer une surprise sur le marché. Avec un agenda politique, un calendrier politique qu'il ne faudra pas négliger puisqu'on aura des élections de mi-mandat en novembre 2022. À propos de questions politiques, Nadia, pourquoi est-ce que Jérôme Powell n'est toujours pas reconduit comme président de la Réserve fédérale américaine ? Donc la dernière promesse de Washington, de la Maison-Blanche, c'est de nous dire que Joe Biden va décider d'ici Thanksgiving, donc dans les prochaines heures ou les prochains jours. Quel serait l'intérêt pour Joe Biden de ne pas reconduire Jérôme Powell et de choisir peut-être Lyle Brainard, dont le nom circule comme étant possiblement, là aussi, une concurrence, j'allais dire, pour le poste de présidente de la Réserve fédérale américaine ? Alors c'est une bonne question et je dirais qu'il y a deux éléments qui pourraient conduire Biden à nommer Brainard. Tout d'abord, une volonté de se rapprocher de l'aile gauche du parti. Et la deuxième raison, c'est une crainte que la hausse des taux de la Réserve fédérale déraille l'économie. Donc, on sait que Brainard est un peu plus dovish que Powell. Donc, je dirais que c'est ces deux éléments qui pousseraient Biden à ne pas reconduire Powell. Donc c'est une décision qui va soit conforter, j'allais dire, la stratégie de la Fed, soit qui va pouvoir faire évoluer peut-être les anticipations de marché par rapport à la direction de la politique monétaire aux États-Unis. C'est pas totalement neutre de ce point de vue-là, Nadia. C'est pas totalement neutre, même si tant Powell que Brainard n'ont pas montré de grosses différences, je dirais, sur la politique monétaire. Mais c'est vrai que Brainard est considéré comme un peu plus dovish que Powell. Donc effectivement, le marché pourrait commencer à se questionner que serait une réserve fédérale sous la présidence Brainard. Bon. Réponse dans les prochaines heures ou les prochains jours, normalement, pour reconduire. Ça semble être l'idée centrale, mais attention, le nom de Lyle Brainard circule et elle a rencontré pas mal d'officiels américains, que ce soit au Congrès ou à la Maison-Blanche, pour discuter d'un éventuel poste de présidente de la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup, Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Ainsi se termine cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir, évidemment, en direct à 17h sur Bismart.